Salut Guillaume. Salut Ludo. Bon, tu sais pourquoi je t'appelle? Bah, je crois bien, oui, j'attendais ton appel. Bon, toi, qu'est-ce que t'as fait de beau pendant ce confinement? Bah, j'en ai profité déjà pour lire, pour regarder des vidéos, qui est quelque chose que j'adore faire de manière générale, mais moins de sorties et moins de temps dehors, ça permettait de passer plus de temps à faire ça. Et également, je me suis investi plus que d'habitude dans une association qui me tient beaucoup à cœur, qui Ah ouais? est l'association des shifters. Les bénévoles du Shift Project, qui est une association qui réfléchit justement à qu'est-ce que c'est qu'un monde décarboné, qu'est-ce que c'est qu'un monde qui ne serait plus dépendant des énergies fossiles. Ouais. Et là-dessus, on a deux axes de travail, qui est un axe qui est de réflexion, savoir essayer de décrire ce monde, et un axe plus militant, qui est d'aller voir diverses personnes, des politiques, des étudiants, pour leur expliquer justement, pour leur partager notre vision du monde. Bon, et puisque tu as travaillé sur, on va dire, une forme de monde de demain, est-ce que tu as une idée, toi, du monde dans lequel tu as envie de vivre? Mais en fait, un monde qui me semblerait souhaitable, ce serait un monde, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait appeler un monde adulte, qui aurait à la fois conscience de ses privilèges et conscience de ses limites. De ses privilèges, parce qu'on vit dans un monde, le Homo sapiens existe depuis 200 000 ans, et en fait, depuis 100, 150 ans, il y a eu un changement radical dans notre mode de vie. On a aujourd'hui accès à la médecine, on a accès à l'éducation, on a accès à la culture, au transport, et on s'en rend pas forcément compte, puisqu'on a toujours vécu ça, mais c'est une anomalie de l'histoire, ce qu'on vit aujourd'hui. Et en même temps, comme dirait l'autre, tout ça est basé sur une consommation, que ce soit d'énergie, de ressources, qu'elles soient métalliques, minérales, renouvelables, qui est absolument intenable à long terme. Ouais. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, ce qui me semble être vraiment l'enjeu des prochaines décennies, ce serait justement un monde qui comprend qu'il faut essayer de trouver un chemin milieu qui soit à la fois viable écologiquement et qui ne consiste pas à mettre à la poubelle tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et tu t'y vois comment, toi, dans cet espace? Enfin, on y va comment concrètement et tu fais quoi, toi, au quotidien pour y trouver cette place dans cet idéal? Je pense qu'il y a, moi, je verrais, deux axes pour faire advenir ce monde. Le premier qui est vraiment tout un travail sur nos imaginaires, et le deuxième qui serait plus un axe sur la résilience de nos sociétés. La question de l'imaginaire, bon, aujourd'hui, on vit dans un monde qui, effectivement, comme on l'a dit, a beaucoup, tout un confort matériel, mais qui, en même temps, a le rêve d'avoir systématiquement la plus grosse télé, la plus grosse voiture, la plus grosse maison. Et dès qu'on obtient quelque chose, on veut toujours quelque chose de plus. Donc, en fait, l'idée, ce serait de sortir de cet imaginaire et de souhaiter autre chose que toujours plus de choses qui consomment des ressources et qui consomment de l'énergie. Donc comment, de façon plus concrète, comment est-ce qu'on y arrive? Eh ben, par le partage, par la formation, par la réflexion. Une chose, un des outils que j'adore, c'est la fresque du climat. C'est une association qui a été créée il y a quelques années et qui a créé un jeu de cartes qui se joue à 4, 6, 8, qui organise également un certain nombre d'événements où on va faire venir une cinquantaine de personnes qui vont jouer sur des tables parallèles. Et en fait, ce jeu de cartes permet de dérouler le rapport du GIEC. Et de comprendre la crise actuelle qui est complètement systémique. Et pour moi, c'est quelque chose c'est un jeu qui a plusieurs avantages. Le premier déjà, c'est que c'est un jeu collaboratif, donc on va jouer à 6 ou 8. C'est comprendre ce genre de projet à plusieurs. Je pense que c'est mieux que de découvrir ça devant des vidéos de collapsologie sur Internet. Ça permet de trouver du soutien, de s'amuser, de passer un bon moment. Et ça a aussi l'énorme avantage d'avoir une vision systémique des choses, qui est de dire, je pense qu'on arrive vers des crises écologiques qui toucheront les personnes différemment en fonction de ses valeurs. Et ça permet de voir que de toute façon tout est touché, que ce sera effectivement peut-être des guerres, que ce sera des migrations, que ce sera des famines. Et en fait, chacun peut saisir les problèmes qui le touchent le plus. Et je pense que c'est un excellent outil. Enfin, j'adore cette association qui a par ailleurs vocation, je crois, à faire participer 1 million de personnes à ce jeu d'ici 1 à 2 ans. Je dis ok, pari tenu. C'est ça. Une autre association que j'aime bien, qui est Avenir Climatique, qui
qui est beaucoup plus distribué, donc qui donne des supports de communication à tous les gens qui veulent expliquer ça à leur entourage, à leurs amis, à leurs proches. Ce qui permet aussi, ce qui est une autre façon de toucher les gens. Oui. Et voilà. D'aider aussi à communiquer. Et d'aider à communiquer, de donner les ordres de grandeur, de donner des supports qui vont bien. Et donc j'ai dit, il y a deux enjeux. Le premier, effectivement, c'est travailler sur nos imaginaires. Le deuxième, c'est tout ce qui est axé sur la résilience. Bon, on voit très bien aujourd'hui, on enregistre ça en pleine période de coronavirus. Bon, aujourd'hui, on a besoin de masques a priori pour sortir, d'après ce que j'ai compris. Tout est fabriqué en Chine, et ce qu'a dit la Chine, c'est que globalement, les masques fabriqués en Chine, déjà, ils seront utilisés par les Chinois. Et quand il y en aura trop, ils nous les enverront. Et en fait, bon, ça, c'est, on va dire, un micro-exemple de pénurie, mais on va vers un monde qui sera de plus en plus pénurique. On aura de moins en moins de pétrole, donc qui sort du sous-sol américain, qui sort du sous-sol du Moyen-Orient. Un monde qui va être de plus en plus électrique, donc qui est basé sur énormément de ressources métalliques, qui sortent pour un certain nombre de Chine, des sols de Chine. Et en Europe, on n'a pas grand-chose. Donc, il y a vraiment une question à repenser. Comment est-ce qu'on fait pour, au minimum, sécuriser tout ce dont on a besoin à l'avenir? Le minimum, c'est une question qui se pose au niveau des masques, qui peut se poser au niveau de tous les produits, qui peut se poser au niveau de l'agriculture également, avec les circuits courts. Et donc, en fait, je pense effectivement qu'il y a ce besoin de reconstruire une résilience qui nous permette de nous dire quand on aura peut-être une prochaine crise comme on le vit aujourd'hui, de la passer sereinement et sans se faire trop de soucis pour l'avenir. Comment toi, tu y vas, toi? Donc moi, effectivement, comme je n'ai parlé au début, je suis très très investi dans l'association des shifters. Donc où je mène à la fois des projets, on va dire, de recherche, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas de prospective. Enfin, on vient de lancer un projet sur lequel je suis très actif, qui va consister à créer un monde qui soit viable dans une enveloppe de ressources crédible. Ouais. Donc justement pour recréer cet imaginaire. Et en parallèle, je travaille aussi beaucoup sur toutes les questions de communication. Je suis conférencier d'une conférence qui s'appelle Teach the Shift, où on va justement répandre ces idées un petit peu partout, où on va aller discuter avec des politiques. Et justement, moi, j'ai une tendance à aimer peut-être plus les idées que le concret, chacun ses défauts. Et donc, j'essaye justement de vendre cet imaginaire et de pousser les gens à saisir cet imaginaire. Un imaginaire qui soit plus celui du toujours plus et d'un imaginaire qui est écologiquement destructeur. Et après, effectivement, au quotidien, je suis peut-être moins dans la réalisation de la résilience quotidienne. J'essaye déjà dans mon travail, justement, je travaille dans l'industrie. Donc, comment est-ce qu'on va refaire des chaînes logistiques plus courtes? Ouais. Je suis dans la promotion, on va dire, de la relocalisation de l'industrie, du Made in France, de l'économie circulaire, qui permet justement d'avoir un système économique plus résilient. Et après, au quotidien, c'est peut-être un peu moins mon sujet, mais c'est tout ce qui est résilience alimentaire, qui peut être d'aller faire ses courses à la MAP. Après, il faut des gens qui montent tous ces systèmes, mais aussi chercher à soutenir ces AMAP, à soutenir les circuits courts alimentaires, qui sont la base de nos sociétés. Et si demain on a le ventre vide, ça risque de mal se passer. On a vu il y a quelques semaines les queues de plusieurs heures, alors qu'on n'était pas en pénurie et que la pénurie n'était pas forcément très probable ou très crédible. Mais si on arrive demain, dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans, avec des situations qui sont réellement pénuriques, on a eu un petit aperçu de ce qui pourrait advenir. S'il y a un truc à faire là, pour toi, c'est quoi? Je pense que c'est de rejoindre un collectif qui peut être les shifters qui recrutent à tour de bras, ou la fresque du climat, ou une AMAP, ou je ne sais pas quoi, mais rejoindre un collectif qui va dans la direction du monde qu'on veut et qui permet justement de se mettre en mouvement, et de faire un premier pas. Et c'est tous ensemble qu'on construira le monde de demain. Et globalement, on a une transition à faire sur 20, 30 ou 50 ans. On la fera pas du jour au lendemain, mais il faut faire un pas tous les jours. Allez, à bientôt.